Bienvenue à tous sur Sino France. Nous sommes avec Jacques Cheminade. Voilà, donc on est le dimanche 23 juin. Là, on reçoit Jacques Cheminade dans le cadre des élections législatives pour la 11e circonscription des Français de l'étranger qui aura lieu le week-end prochain, dimanche prochain. Jacques Cheminade est candidat sur la 11e circonscription des Français de l'étranger. On le reçoit dans ce cadre, mais évidemment, vous êtes sur Sino-France, donc on va surtout parler de la Chine, de l'Asie, bien que la 11e circonscription soit bien plus étendue que ça va de l'Ukraine jusqu'à l'Australie, en passant par le Moyen-Orient. Dites-moi, Jacques, si je me trompe. Euh, Pas du pour tout, pas du commencer, tout. pour commencer, je vais vous demander de vous présenter, voilà, et de un petit peu nous dire pourquoi vous vous présentez dans notre circonscription. Voilà, j'habite à Pékin, donc je suis directement concerné. Voilà, à vous la parole. Dans votre circonscription, et en particulier en Chine, parce que c'est là que se joue l'avenir du monde. Et en France, on n'est pas euh, toujours très conscient de cela. Pourquoi c'est là que se joue l'avenir du monde? Parce que c'est là qu'apparaît le sud planétaire ou le sud global, qui est une poussée de tous les pays membres des BRICS. Il y en a pour l'instant 10, mais il y en a 40 ou 50 qui veulent rentrer. Et c'est là qu'il y a l'exigence d'une nouvelle architecture mondiale au bénéfice de tous, de chaque pays et de chaque nation. Et dans ma pensée politique, dans la manière dont je vois la situation dans le monde aujourd'hui, je pense qu'une oligarchie financière a conduit le monde au désastre dans les pays occidentaux. Elle a émis de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, sans émettre de la richesse réelle, de la production réelle. Hmm, Et les pays, évidemment, du sud planétaire, moi je préfère plutôt que sud global, sud planétaire, exigent autre chose. Ils veulent le développement économique, qu'on les aide à éradiquer la pauvreté, ils veulent un développement. C'est pas uniforme, mais c'est une volonté. Et la Chine et la Russie, on le voit dans les dernières allocutions de Poutine aussi, expriment cette volonté. Et pour moi, la pensée Xi Jinping est extrêmement importante parce qu'il signait, avant d'être aux responsabilités politiques, le philosophe joyeux. Et c'est une tentative de voir une pensée occidentale, Marx, toute la pensée traditionnelle et le meilleur de la culture chinoise, surtout Confucius et Mencius. Il a réhabilité Confucius après que Deng Xiaoping ait commencé à le faire. Et ouais, puis, il y a une attention, une curiosité pour tout le meilleur de ce qu'ont pu produire les chercheurs, les philosophes, les sociologues occidentaux. Donc, tout ça fait que il y a une vision qui est à la fois très chinoise, pour une Chine, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la façon dont il a exprimé un jour, et je vais la citer plus précisément, pour 2050, hein, il y a une vision à long terme, une oui, économie prospère, toujours. démocratique, civilisée, harmonieuse et belle. Et je trouve le et belle très intéressant, parce qu'il y a le sens de la beauté, il y a dans toute l'histoire de la Chine. Et il y a cette volonté-là. Et puis, c'est essentiel aussi d'être candidat aujourd'hui, pas seulement dans cette circonscription, mais dans cette circonscription en particulier, parce que je suis le candidat de la culture de la paix et pour la paix. Or, on D'accord. voit aujourd'hui un Occident devenu va-t-en-guerre, et en France, l'extrême droite, l'extrême gauche et l'extrême centre, tous sont pour donner des armes à l'Ukraine et sont dans une culture de la guerre. Tout Donc à fait. voilà. Tout à fait. Très bien. C'est vrai que nous, on est directement concernés. La 11e circonscription, pour l'occasion, on est en plein dedans, hein. Vu qu'il y a l'Ukraine dedans, il y a la Russie, il y a la Chine. Donc c'est vrai que c'est une circonscription vraiment cruciale, on va dire, en fait, à l'échelle mondiale. Ah, sans aucun doute. Et je pense, ce qui est intéressant, c'est de puiser aussi dans les classiques, tous les classiques qui ont amené en Chine, dans la poésie Tang et puis celle des Song. Moi, j'ai une particulière admiration pour Su Tzu, qui sont des gens qui ont toujours cherché le bonheur du peuple. Vous avez Su Tzu, qui est en même temps Ouais. un homme politique, a toujours voulu améliorer la condition des paysans. Et c'était son engagement. Il a eu des tas d'ennuis pendant toute sa vie à cause de ça. Eh bien, là, il y a le Parti communiste aussi, l'a exprimé en Chine, l'amour du peuple. Et moi, quand Bien j'ai sûr. vu
dans les années, je dirais, 1970-1980. La politique de la réforme et de l'ouverture de Deng Xiaoping. Je dis, oh là là, la Chine va à nouveau se faire dominer par des intérêts impérialistes intéressés. Et ce que je D'accord. n'avais pas prévu et perçu, à ce moment-là, j'ai commencé à le percevoir dès l'année 2000, hein, c'est qu'il y D'accord. avait un parti communiste fort qui était là pour contrôler les choses et qui avait recruté des ingénieurs, des chercheurs, des philosophes et tous qui avaient un sens de l'État et de la culture et de la civilisation chinoise. Et je pense que c'est Hmm. avec ça qu'on a introduit les technologies avancées en Chine, mais qu'en même temps, on les a contrôlées. Je voudrais bien qu'en France, on ait fait pareil et qu'on ait le sens de notre propre culture pour avoir fait vraiment une politique du développement économique maîtrisée. Or, la France s'est laissée aller avec tous ses présidents, en tout cas très certainement depuis Pompidou, et peu à peu s'est laissé inclure dans ce système financier anglo-américain. Et je suis candidat contre ce système, mais pas simplement contre, pour un système meilleur qui correspond au meilleur de l'histoire de France, qui D'accord. correspond au Conseil national de la résistance, la lutte contre les féodalités financières et une politique de croissance et de développement économique. Et à ce moment-là, où il y avait en France des gens qui avaient le sens de l'État et le sens des responsabilités, on voyait sur cet élément essentiel développer le pays et permettre que la France retrouve sa grandeur après le désastre de 1931-1940. Il y avait les gaullistes, il y avait une partie des socialistes et il y avait aussi les communistes. C'est-à-dire qu'il y avait un désaccord en politique intérieure, mais il y avait un accord pour bâtir cette économie qui redonne à la France un rang dans le monde. Et moi, je me bats pour ça aujourd'hui, alors que ça me semble perdu, hélas. C'est jamais perdu, Monsieur Chaminade. C'est jamais perdu. Voilà. Moi, Mais il faut des hommes de caractère, comme disait De Gaulle, et de courage pour intervenir. ça c'est clair. Ça c'est clair et ça manque un petit peu en France. Et justement, moi qui habite en Chine, je n'ai une seule chose à dire sur la gouvernance du pays, c'est que les choses sont faites. Les choses sont très bien faites. On voit le résultat de la Chine depuis les 20, 30 dernières années. C'est plus ou moins l'inverse de ce qui se passe en France. Et mine de rien, même aujourd'hui, les Chinois sont très optimistes sur le futur. Ah, c'est un des Et rares pays puis, au monde où les gens sont optimistes, je le sais. voilà. Et en fait, moi, une unité de mesure, si je puis dire, pour le savoir. En fait, je pense que vous le savez, il y a de tout temps, en fait, c'est pas que depuis les dernières décennies, c'est depuis ça fait des centaines d'années, en fait, que les Chinois émigrent, notamment aux États-Unis. C'est les Chinois qui ont construit le chemin de fer, le premier chemin de fer en Amérique, n'est-ce pas? Entre, Intercontinental. voilà, entre la Californie et New York. Et en fait, Ils n'ont pas donc été c'est tellement un, bien traités, mais c'est une autre histoire. ouais, ouais, non, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ça a toujours, il y a l'émigration, l'exploration. Même il y a des centaines d'années, ils faisaient du commerce d'argent avec l'Amérique du Sud. C'est comme ça que l'armée était payée. Donc ça remonte à des centaines d'années. Et en fait, aujourd'hui, on observe l'effet inverse avec des Chinois qui veulent rester en Chine, en fait. Et Pour ça, je revenir. pense que c'est un marqueur vraiment extraordinaire. Parce que culturellement, les Chinois bon, ils sont toujours attirés par l'extérieur, comme tout le monde, comme nous tous, comme les Français. Les Français, ils rêvent de Chine. Moi, et évidemment, les gens qui viennent sur ma chaîne, c'est parce que ils rêvent de Chine, il y en a d'autres qui rêvent de Japon ou ne serait-ce je sais quel pays, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain, mais en tout cas, au niveau voilà économique, futur, voilà, fonder une famille, même j'entends des Chinois qui me disent, bon, moi j'aimerais bien aller en Amérique quelques années, peut-être pour faire un petit peu d'argent, mais c'est sûr et certain que je vais revenir en Chine. Voilà. Et ça, je pense que c'est un discours qui est en train de changer. Ah, même, sous Mao Zedong, la Chine envoyait des étudiants dans les meilleures écoles américaines et universités américaines et Bien européennes sûr, aussi, en bien espérant sûr, qu'ils reviennent et en faisant en sorte de créer les conditions pour qu'ils reviennent. Alors, à tout ce à fait. moment-là, ça s'est pas fait, mais depuis Deng Xiaoping et maintenant Xi Jinping, maintenant ça marche. Ça marche Bien même très sûr. bien. Des Ouais. gens qui vont à la NASA aujourd'hui, j'ai des amis qui sont là, qui étaient à la NASA auparavant et qui sont allés à l'administration spatiale chinoise. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est comme la NASA il y a 70 ans. C'est plus le cas aujourd'hui dans la NASA. Il
il y a des jeunes, ils ont entre 25 et 45 ans, et ces jeunes se battent, ils ont un sens de l'avenir, ils savent qu'ils doivent bâtir quelque chose de meilleur pour la société future. Et Hmm. moi, il y a deux choses qui m'ont frappé avec la Chine. C'est que revenu par tête d'habitant, 1976, à peu près 160 dollars. Aujourd'hui, 13 000 dollars. Ça a Hmm. été une expérience sans précédent dans l'histoire, ce bond en Ouais, avant. Et un ouais. autre, alors, un autre bond en avant dans un tout autre domaine. On sait que je m'intéresse à l'espace. Du premier coup, la Chine a réussi à envoyer une fusée, à placer un orbiteur, puis un descendeur, puis un rover sur Mars, du premier coup. Alors que l'Union européenne, malheureusement, s'est crachée auparavant. Donc après, les Américains sont les premiers. Donc ça, c'est un signe, disons, au fond du peuple, on l'arrache à l'extrême pauvreté, et au sommet, on va dans les formes les plus avancées de la science. C'est ça que je trouve Ouais, extraordinaire. ouais. Ah oui, ils sont sur tous les fronts. C'est le cas de le dire, hein. Ça ne concerne pas que l'espace, c'est vraiment tous les domaines. Les Chinois s'intéressent à absolument tous les domaines maritimes. Bon, il y a les routes de la soie, peut-être qu'on pourra en parler. Évidemment, il y a les BRICS. Là, je pensais au mur vert qu'ils sont en train de construire au nord de la Chine, parce que bon, ben, de toute manière, à Pékin, moi, je le vois. Souvent, il y a des vidéos qui circulent sur Internet avec la pollution qui, comme ça, vient s'engouffrer sur Pékin. Ce n'est pas de la pollution, en fait, c'est des nuages de sable. Parce qu'en fait, chaque printemps et chaque automne, on a droit à des tempêtes de sable, en fait, parce que le désert de Gobi, les gens ne le savent pas, mais en tout cas, c'est à 200 kilomètres de Pékin, c'est juste à côté. Donc vraiment, là, le gouvernement, c'est bon, ça fait des décennies, hein, ça date pas d'aujourd'hui, qui font des efforts énormes pour justement reverdir le désert, en fait. Et c'est extraordinaire. Et on voit maintenant qu'en Afrique, il se passe la même chose avec la ceinture verte au niveau du Sahara. Donc ça fait des émules. Et bon, je pense que c'est bien si tout le monde peut travailler ensemble parce que les problèmes climatiques, hein, c'est mondial, hein. Mais c'est ça l'esprit des BRICS du Sud planétaire, que tout le monde travaille ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on adopte en Occident le système chinois, ça ne veut pas dire que la Hum. Chine adopte le système occidental, ça veut dire que Ouais, tout le monde a un sens de ce qu'est le progrès économique, le développement des facultés créatrices de l'être humain. Et vous savez, à l'école en Chine, euh, on est de ce point de vue-là très exigeant, mais on a atteint un très haut niveau. Moi, j'ai des jeunes filles et des jeunes hommes chinois venus en France, et je leur ai ouais. dit, c'est pas trop difficile. Et ils m'ont dit, oui, la langue, c'est difficile la langue. Mais heureusement, en études, on est un an et demi en avance sur la France. Et c'est terrible parce que c'est la même chose approximativement en Russie, un peu moins parce que la Chine est plus avancée de ce point de vue-là. Donc, il y a un effort dans le domaine scolaire et universitaire extraordinaire, avec des choses que l'on ne sait pas en France. Il y a la musique Tout à fait. classique chinoise et occidentale, en même temps, ce dialogue des cultures et des civilisations qui est pratiqué à l'intérieur même de la Chine. Tout à Alors, fait. moi, j'étais en Chine entre le 12 décembre et beaucoup plus tard dans le mois, reçu par le comité central du parti avec d'autres. Et je le dis, hein, parce que c'était très intéressant. Nous n'avons pas les moyens d'organiser un voyage par nous-mêmes, mais c'était très intéressant de voir ce qu'ils avaient à nous montrer. Et ce qu'ils avaient à nous montrer, c'était la façon dont ils avaient réussi à créer une nouvelle forme de société où il n'y a plus de pauvres, où il n'y a plus d'extrême pauvreté. Ils nous ont montré leurs efforts difficiles pour le troisième âge. Et je crois que la France aurait beaucoup à apporter pour aider sur la question du troisième âge. Bien sûr, mais d'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises françaises, notamment au niveau des EHPAD et tout. La France a un savoir-faire Oui, oui, énorme, ou alors les appareils auditifs, tout ce qui est troisième âge. C'est vrai que la France, quand on est, bon, on reste en avance sur quand même pas mal de domaines. On est en retard sur d'autres. On prend du retard sur d'autres, mais bon, de toute manière, les possibilités de collaboration sont là. Qu'est-ce que oui, vous... on a Allez-y. déjà la chaîne de production d'Airbus à Tianjin, qui Ouais, est déjà quelque chose. Un satellite, il y a un satellite commun, FOSAT, qui étudie le niveau des océans. Et il y a ITER, bien sûr, où la Chine participe. Donc, on dit qu'il y a des tensions, on dit qu'il y a des difficultés, mais au niveau des savants, ce n'est pas le cas.
Au niveau des scientifiques, ce n'est pas le cas. Au Tant niveau mieux. des ingénieurs, ce n'est pas le cas. Il y a une coopération. Et les gens qui ont travaillé au développement des centrales nucléaires françaises, parce que c'est le modèle des centrales nucléaires françaises qui a Tout à fait. lancé les centrales nucléaires en Chine. On dit les équipes françaises et l'équipe chinoise, au début, se regardaient avec curiosité. Puis au bout de quelques semaines, elles travaillaient ensemble et elles s'étaient rendues compte qu'il y avait beaucoup de choses en commun pour travailler ensemble. Et c'est Bien sûr. cela, je voudrais au niveau international qu'on retrouve, sans exclure personne, une nouvelle architecture de développement économique et de sécurité mutuelle au bénéfice de chaque pays et de tous. Or, dans ce système dominé par les marchés financiers et une Mhm. oligarchie qui porte à l'affrontement, elle est en termes géopolitiques une oligarchie qui veut rafler tout à sa faveur. Mais la Chine, non. La Chine, ce que je vois de positif, c'est le système gagnant-gagnant. Euh, et le fait de la connectivité dans ce système gagnant-gagnant. Et ça semble des paroles, mais si on lit de près ce qui a été écrit en Chine et ce qui est fait surtout, ben on voit non, ce ne sont pas des paroles, c'est vrai. D'accord. Concernant sinon, par exemple, en fait, en France, on ne connaît pas la Chine, mais bon, c'est normal, les Chinois non plus ne connaissent pas l'Occident. Moi, quand je parle aux Chinois, enfin, c'est normal de ne pas connaître les pays étrangers. Voilà, donc moi, je ne jette la pierre sur personne. Et justement, moi, je suis là avec Sino-France pour essayer du mieux que je peux parce que je ne connais absolument pas tout. Par exemple, quelqu'un comme vous connaissez sans doute énormément de choses sur la Chine que je ne connais pas moi-même. Et bon, c'est normal. Il y a sans doute des étrangers qui connaissent mieux la France que moi. Et je n'ai pas honte de le dire. Il suffit d'étudier, on peut tout apprendre. En fait, le problème, un des problèmes en tout cas en France, c'est la couverture médiatique de la Chine. Par exemple, quand on voit comment le sujet du Xinjiang est traité, du Tibet, et en fait, il y a une méconnaissance et c'est organisé. C'est organisé par rapport aux médias, la manière dont ils couvrent les choses. Peut-être ça va être du mensonge par omission ou ce genre de choses, ou carrément des mensonges. Ou alors c'est du journalisme vraiment bâclé. Bon, je pousse peut-être le bouchon un peu loin, mais en tout cas, que pensez-vous de cette question? Le Xinjiang, le Tibet, la couverture médiatique de la Chine. La couverture médiatique de la Chine en France vient tout droit des médias américains, et les médias américains, ça vient tout droit des puissances financières anglo-américaines, hein, c'est clair. Moi-même, avant 2000, j'ai fait l'objet d'un message du FBI répercuté sur les ambassades à l'époque à Bonn, mais surtout à Paris et à Rome, disant il ne faut pas laisser cet homme-là progresser parce qu'il a des idées qui nous gênent. Alors, je suis pro-américain dans le sens de l'histoire américaine, de l'indépendance américaine, mais je suis tout à fait opposé et je me bats contre ceux qui occupent ce pays aujourd'hui. C'est ces familles de l'oligarchie qui pensent en termes de domination et pas en termes de coopération. Et elles nous Hmm. mènent à la guerre, parce que pour Ah bah elles, oui, elles ont vu dans l'Ukraine, et Hollande et Merkel l'ont dit, on n'a pas appliqué les accords de Minsk parce que voilà, on a laissé l'Ukraine s'armer, puis il fallait la préparer pour affronter la Russie. Je trouve ça particulièrement, je dirais un mot fort, ignoble, parce qu'on envoie les Ukrainiens à la mort pour le compte de nous autres, mais nous autres aussi, on a été trompés. Pourquoi en Europe? Parce que on avait l'énergie, en France en particulier, grâce au nucléaire civil, l'énergie bon marché. L'Allemagne Hmm. avait le gaz russe. Ouais, Aujourd'hui, c'est fini. Et en Europe, ouais. on paye l'énergie 3 ou 4 fois plus cher qu'aux États-Unis. Et en plus, on achète le gaz américain, le GNL, le gaz naturel liquéfié, qui est du gaz de schiste. Donc là, on Ouais, est tombé sur la tête, vraiment. Et c'est bien cela sûr. qu'il faut changer. Pas contre les États-Unis en tant que peuple, mais contre ceux qui l'occupent. Et je crois que la dernière allocution de Poutine est très intéressante du 14 juin, où il a dit qu'il faut un système de stabilité eurasiatique en dehors de ces conditions de paix en Ukraine qu'il a posées, qui, je pense, sont une dernière chance d'arriver à quelque chose pour empêcher la guerre. D'accord. Mais il a dit il faut un système de sécurité mutuelle eurasiatique, y compris en son sein avec les pays de l'OTAN. Donc il est allé très loin. Et je crois que là, c'est tout l'esprit des rencontres entre Xi Jinping et Vladimir Poutine
qui tous deux ont une idée d'essayer de parvenir à ce que moi-même je défends dans ma déclaration de candidature, qu'on appelle ça encore en France profession de foi, Oui. détente, entente et coopération de l'Atlantique à la mer de Chine. C'est ce que disait le général de Gaulle en son temps, et je pense que sur ce plan-là, il avait une vision quand il disait que la Mhm. Chine jouait à nouveau son rôle dans l'histoire universelle, janvier 1964, et qu'il a reconnu le premier pays occidental, la Chine, il avait une vision. Il faut retrouver ce sens de la vision. Tout à fait. D'accord. Sinon, je voulais enchaîner maintenant sur un petit peu votre programme pour les Français de l'étranger, donc en particulier de la 11e circonscription des Français de l'étranger. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Empêcher la désintégration du ministère des Affaires étrangères à laquelle procède Emmanuel Macron. Il Oui, faut qu'on ah ait oui, un vrai ah oui, ministère des Affaires étrangères, un corps des Affaires étrangères. ouais, Alors ça veut dire organiser pour lui une culture du monde, une culture de ce qui se passe ailleurs, et pas une sorte de vieux agent qui résonne avec l'idée du monde d'avant. Il faut penser en ouais. termes du monde d'après. C'était pas mieux avant, ça doit être mieux après, maintenant, le monde qui vient. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, faciliter tout ce qui se passe dans les consulats. Vous savez, il y a des gens qui sont d'une extrême compétence et font d'extrêmes efforts dans les consulats, mais ils n'ont pas les moyens. On ne leur donne pas les moyens. Tout Et à je fait. pense qu'il faut leur donner les moyens en leur donnant le sens qu'ils participent à quelque chose qui sera cette nouvelle architecture de développement et de sécurité dans laquelle la France doit participer. Elle doit redevenir médiatrice et inspiratrice, ce qu'elle n'est pas. Donc, il faut retrouver ce rôle-là en se libérant de la tutelle, je dirais de la tutelle de ce que sont aujourd'hui Washington et Londres. D'accord. Alors, sinon, plus précisément, enfin, un des plus gros problèmes, je pense, pour les Français de l'étranger, en fait, j'ai prévenu quelques personnes qui me suivent sur Sinofrance, en fait, des abonnés à ma chaîne, que j'allais faire un entretien avec vous. Et c'est des Français qui vivent en Chine, en fait, et qu'ils ont ces problèmes-là, qu'ils ont eu quelques questions pour vous. Et bon, de toute manière, ces questions-là concernent tous les Français de l'étranger. Et en fait, Okay. le plus gros problème, point noir, c'est le fait que nous autres Français de l'étranger, on doit payer les frais de scolarité. Voilà. Alors que, bon, par exemple, la Chine et la France ont des accords au niveau des impôts. Donc, c'est-à-dire que moi, je paye des impôts en Chine, comme vu que je travaille ici, donc comme tous les gens qui travaillent en Chine. Mais vu qu'il y a des accords avec la France, c'est comme si je payais des accords, des impôts en France. Donc, je ne sais pas si ce que je dis est clair. Peut-être que vous pouvez préciser, mais en tout cas, le fait que je paye des impôts en Chine ne justifie pas que je n'ai pas droit à l'éducation nationale gratuite, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. D'ailleurs, Sarkozy avait proposé de rendre ça gratuit pour les Français de l'étranger, et c'est François Hollande qui a dit non. Voilà. Donc, si vous pouvez donner un mot sur justement voilà, l'éducation pour les Français de l'étranger et ce que vous pensez de ça, donc la gratuité notamment. Ouais, c'est une mesure qui n'est pas excessivement coûteuse, contrairement à ce que tout le monde prétend. Et à mon avis, c'est une mesure tout à fait justifiée. Mais avec une condition qui est un suivi de ce que font ces enfants, comment ils le font, comment ils évoluent, ou ces adolescents. Et ce suivi positif, pas pour les punir et éventuellement annuler la liberté, mais pour les aider. Et il faut, en France, il n'y a pas assez de tutorat, il n'y a pas assez de suivi, il n'y a pas assez d'aide. Et je crois que le fait qu'on ne finance pas les études des enfants des Français de l'étranger est un système où il y a une absence d'examen sérieux des conditions dans lesquelles les gens se trouvent et travaillent. Bien sûr, il y a un système de bourse, hein, mais bon, déjà, c'est compliqué. Et puis, il y en Ah, a c'est très compliqué. qui C'est se le très voient refuser. Moi, là, j'ai entendu dire que l'année au lycée français de Pékin, c'est 15 000 euros. Qui c'est qui peut se permettre de payer 15 000 euros?
les gens, Bernard Arnault pourrait, mais bon, mais il n'est pas dans cette condition-là. Non, je dis ça pour rire, parce qu'en réalité, c'est énorme. On en vient à un système, peu à peu, un système américain, où pour faire des études, il faut payer. Et aux Ouais. États-Unis, les étudiants s'endettent, et parfois, s'ils ne trouvent pas un poste où ils peuvent rembourser au cours de leur vie, ils restent Mm. endettés toute leur vie, et c'est désastreux. Ouais, ouais, Et ouais, je crois tout que à ça fait fait. partie d'une américanisation de la société française, vous savez, hein, qui est une américanisation culturelle. On voit Oui. Hollywood et toutes les distractions d'Hollywood, les écrans et tout ça débarquer, y compris les zombies dans les jeux vidéo, tout ce que vous voudrez imaginer. Et Mm. puis, il y a quelque chose de plus profond, c'est une culture de l'argent, de, qui n'est pas la même culture de l'argent qu'en Chine. En Chine, on aime bien l'argent, il n'y a pas de culpabilisation chrétienne sur cela, c'est une société différente, mais un argent pour faire le bien à l'avantage de l'autre. J'ai ici la citation de Confucius, hein, si l'on veut s'élever, il faudra aussi aider l'autre à s'élever, aider aussi l'autre à parvenir là où l'on veut soi-même parvenir. Donc c'est l'argent vu comme ça. Tandis que ce qui tend à se développer dans les pays occidentaux, c'est un argent au détriment de l'autre. On essaye de rafler la partie la plus importante de la mise et on espère l'avoir au détriment de l'autre. Je me souviens, il y a déjà 20 ans, un étudiant dans une réunion politique qui m'a posé la question, mais si la Chine se développe, tout le monde là-bas aura une voiture et ce sera terrible, ce sera nécessairement au détriment de l'Europe et de la France. Mais non, au contraire, gagnant-gagnant. Le traité de Westphalie, l'avantage d'autrui, parce que si nécessairement on fait le bien pour l'autre, l'homme étant disposé au bien, il aura tendance à faire aussi le bien pour nous. Et je pense que c'est essentiel de penser de cette façon. Et ce qui me rend triste et en colère, bien sûr, c'est qu'en France, on ne pense pas de cette façon. Regardez ces élections législatives, tout le monde se tape dessus. C'est Oui, vraiment oui. une sorte, ils se tapent entre partis, entre les trois grands rassemblements. Ils se tapent à l'intérieur de chacun des partis Mm. et il n'y a pas, ils font passer leur intérêt personnel ou de leur parti avant l'intérêt de la France et de l'humanité. Tout à fait. D'ailleurs, la onzième, c'est vraiment la onzième circonscription des Français de l'étranger, c'est vraiment un échantillon de la vie politique française parce qu'on a vraiment tout le monde. Et d'ailleurs, enfin, on a eu Asselineau, on a les Zémouristes, on a le RN. Enfin, il y a absolument tout le monde. Je crois que c'est la seule circonscription où il y a tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qui se passe dans la onzième? Ce qui se passe dans la 11e, c'est en petit ce que sont ces élections en grand. Des gens qui affirment des choses qui ne pourront jamais tenir. J'ai dit, des gens qui bourrent beaucoup promettent de raser gratis, mais ils n'ont même pas de rasoir. Donc, ou de rasoir électrique ou de rasoir ordinaire. Donc, on est dans cette situation-là et personne ne traite le fond du problème. Et c'est ça qui est désastreux en France. Et moi, j'essaye de le poser, de le porter. C'est de dire, si on ne lève pas le verrou financier qui pèse sur les finances mondiales et à laquelle tous les gouvernements, tous les présidents français sont adaptés depuis Pompidou, y compris en partie Pompidou. Tout le monde s'est adapté. Si on ne lève pas ce verrou, on ne pourra pas faire de mesures sociales généreuses. On ne pourra pas. Et ces mesures sont nécessaires en France. Il faut sauver le service public, l'école, l'hôpital, le laboratoire. Les gens qu'on applaudissait, vous savez, quand il y avait la Covid, les gens applaudissaient les soignants. Et depuis, on n'a rien fait pour eux. Au Ah contraire, oui, l'hôpital ah oui, est ah oui. surchargé. Non, mais ça, c'était On se moque scandaleux, des gens évidemment, hein. on se moque des gens qui travaillent vraiment pour ce qu'est la France. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Sinon, donc, pour les Français de l'étranger, il y a d'autres choses concrètement, le non-paiement de la CSG, CRDS pour les non-résidents. Euh, si vous pouvez en dire un mot là-dessus. Oui, je pense que c'est normal qu'on ne paye pas ces taxes-là. C'est déjà très curieux comment ça a été organisé et prévu en France. Mais je Mhm. pense que tout homme, toute femme qui travaille à l'étranger Ouais. doit bénéficier des meilleures conditions pour le faire. Si on commence à porter des contraintes administratives, financières et fiscales, on gâche tout.
D'accord. Sinon, j'ai vu dans votre programme que je vais mettre à l'écran, hein, je le mettrai dans la vidéo. Et d'ailleurs, enfin vraiment, je le trouve top. Voilà, c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi. Je le trouve vraiment bien. On m'a dit Euh, aussi, il l'a dit lui-même, que c'était l'avis de Florian Philippot et même de beaucoup de gens qui sont dans le nouveau Front populaire, qui n'est ni un front ni populaire, c'est une espèce de arrangement électoral. Mais beaucoup de gens pensent que l'idée de souveraineté, elle est là et qu'il faut la soutenir. Ben, écoutez, j'espère que les gens pensent pareil. Après, bon, vous mentionnez le concept de la nationalisation de la Banque de France. Est-ce que vous pouvez développer? Alors, la Banque de France est une banque de banques aujourd'hui, avec des fonctionnaires du Trésor et des gens qui ont fait la carrière publique, privée, comme on le fait en France aujourd'hui. Euh, il y avait un temps où, et c'était déjà un peu malsain, voilà, je 50, 55 ans, les gens qui voulaient faire de l'argent, ben, passaient du public au privé, et à la fin, ils avaient la récompense de sommes financières importantes. Maintenant, on y passe dès 30 ans, les gens sortis de l'ENA, dès 30, 35 ans, les voilà qui vont directement dans le privé, puis ils reviennent dans le public, puis ils reviennent dans le privé, et il y a des conflits d'intérêts partout. C'est ça la vraie question. Maintenant, il faut une banque de France sans Mhm. conflit d'intérêts, c'est-à-dire une banque qui est représentée, où sont inclus tous les éléments déterminants de la nation, tous ceux qui portent un programme de développement de la France. Et ceux-là doivent constituer un conseil d'administration. J'ai un ami qui s'appelle Morin, qui est l'homme qui était conseiller de Mauroy au début du vote qui a eu lieu lorsque Mitterrand a élu président de la République. Et ce qu'il dit, à ce moment-là, la gauche a encore essayé un peu, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a nationalisé, bien sûr, mais ça n'a aucun sens, parce que qui en a mis? On a mis des gens qui avant avaient des fonctions dans les institutions financières du privé, on a mis leurs cousins germains ou leurs amis ou les gens de la même opinion dans le public. Donc le financier, c'est pas public ou privé, c'est rétablir dans le public, comme un bon chef d'orchestre, ce qui ira fonctionner tout l'orchestre de façon euh, justifiée. C'est la planification indicative que l'on avait à la Libération et au temps du général de Gaulle. Il faut Mhm. revenir à cette conception-là. Et c'est une conception qui exclut le financier et qui permettent que l'épargne publique aille là où il faut, D'accord. Merci. une banque nationale. Pas D'accord. la Banque de France d'aujourd'hui, même quelqu'un comme Jacques de la Rosière, qui est vieux maintenant, mais qui n'est pas un homme, disons, d'extrême gauche ou au contraire. Eh bien, lui-même est choqué, scandalisé par ce qui se passe. Il dit, mais on n'a plus d'institutions financières qui représentent l'investissement dans ce qui est ce que j'appelle moi, avec mon ami américain Lyndon LaRouche, qui est maintenant décédé, l'économie physique productive. C'est l'économie qui permet d'accueillir plus d'êtres humains, d'accueillir parce qu'on produit plus par tête d'habitant, on produit Bien plus. sûr. Donc, vous venez de me dire que c'était important de voter pour vous, mais là, donc là, on va parler peut-être un peu plus politique. On voit, bon, il y a l'histoire du vote utile, surtout, bon, pour la 11e circonscription, mais comme on le disait tout à l'heure, la 11e, c'est un condensé de ce qui se passe en France. Donc, on a le RN, là, qui a fait un score énorme aux européennes. D'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est qu'en France, il y a eu quand même un taux de votants de 50%. C'est quand même un taux de votants très haut, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que les Français se sont exprimés clairement. C'est pas un taux à 20% ou à 30%. C'est un taux très haut. Donc, qu'en dites-vous? Alors, évidemment, j'entends le côté, voilà, voter pour ses idées, etc. C'est vrai que là, on a deux tours, contrairement aux européennes où il y avait qu'un tour. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, ces élections européennes ont été une lame de fond contre Macron. Les gens ont voté contre. Et si vous Oui, regardez les votes pour l'extrême droite, dans les pays où ils ne sont pas au pouvoir, ils ont beaucoup de votes, comme en France. On veut voir si quelqu'un de nouveau fera mieux que toute la classe politique existante. Dans les pays où elles étaient déjà au pouvoir,
ou au moins en partie, comme aux Pays-Bas ou en Finlande, ils perdent des votes. Donc les gens, c'est un rejet des gens qui sont au pouvoir, d'abord. Ensuite, évidemment, ça c'est l'autre côté, on cherche quelqu'un qui défend l'idée de souveraineté. Et on pense que Jordan Bardella pourra défendre l'idée de souveraineté. Personnellement, j'en doute fortement. Je pense même que c'est l'option B d'une certaine oligarchie. Pourquoi? Parce qu'il est toujours pour fournir des armes à l'Ukraine. Et certes, on va les donner, mais pourvu qu'ils ne frappent pas le territoire russe. Bon, comment il va vérifier comment ça se peut? Donc, tous sont pour continuer cette guerre désastreuse. Et d'abord, pour le peuple ukrainien, aussi pour les Russes qui meurent au front. Et Poutine a été provoqué à cette guerre. Je ne soutiens jamais une opération militaire contre un autre État, mais il faut bien comprendre, il a été provoqué. Mm. On a fait en sorte qu'il ne puisse pas faire autrement de son point de vue. Donc, il faut aujourd'hui saisir au bon toute occasion de perte et de paix, et de négociation. Donc, nous, on organise en France, auprès de tous les candidats, quels qu'ils soient, depuis le Rassemblement national jusqu'au nouveau Front populaire, en passant par Renaissance, Horizon et les autres, en disant prenez position pour la paix. C'est la question essentielle aujourd'hui. Et prenez position pour la paix, où on rétablisse une économie qui permette d'être le fondement de la paix, c'est-à-dire une économie où l'argent aille à la production, à la recherche, à l'école, au laboratoire, et pas aux manœuvres financières. Vous savez, depuis 10 ans, le taux de croissance des pays européens, et en particulier de la France, a été très faible et l'endettement très fort. Vous voyez bien qu'il y a un Mm. problème. Et le problème, c'est pas couper les dépenses, c'est avoir des recettes qui soient des recettes dignes de ce nom. Or, aujourd'hui, on ne voit personne fixer les priorités dans ce sens. Et on applaudissait, je le disais tout à l'heure, au moment de la Covid, des gens qui travaillent dans ce sens, les agents de voirie, les agents qui étaient les aides à domicile, les gens dans les hôpitaux et les gens qui produisent dans l'industrie. Mais on n'a rien fait pour eux depuis. Et je pense que si on peut faire quelque chose, c'est à l'international, en ayant une vraie politique de la paix par le développement mutuel et une politique qui ne soit pas financière, une politique qui soit de l'investissement productif. Et je pense que la Chine a pratiqué, on peut dire, avec des difficultés, mais elle a pratiqué cette politique et il a réussi, comme le montre l'expérience des 30 dernières années. Il y a un autre Mm. problème que Bien moi je sûr. considère fondamental, c'est la culture. Il faut une culture de la vie et de la découverte. Et là, j'ai un peu peur, même en Chine, de voir arriver une contre-culture hollywoodienne de l'instant, du plaisir immédiat, de nouvelles générations qui sont dans ça. Et je pense que les mesures prises en Chine de réduire le temps passé par les jeunes sur les écrans Tout à fait, j'ai vu que sont c'était dans bonnes. votre programme aussi. Oui, mais donner aux jeunes quelque chose de positif. Alors, il y a des émissions en Chine que j'ai vues, culturelles, où des vieux, des jeunes, même des paysans, des gens de la ville, viennent réciter des poèmes, parler de la culture chinoise traditionnelle. C'est très Mm. bien, mais il faut qu'il soit beaucoup plus cela parmi les jeunes. J'étais à Shenzhen récemment et j'ai vu un peu une culture de la jouissance, de l'instant immédiat, moins développée qu'en Allemagne, mais ça commence. Donc, qu'en Allemagne ou qu'en France. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention à ça partout dans le monde. Et je dis à la communauté française, à ceux qui sont en Chine, vous savez, il faut une culture où on retrouve ce qui est vraiment, ce qui est beau et bon dans notre pays. Et où on sache aussi se moquer de ceux qui ne méritent pas la reconnaissance ou ceux qui ne méritent pas qu'on les soutienne. Rabelais, pour moi, en France, est quelqu'un d'extraordinaire. Il a remis en cause, au nom des valeurs du christianisme évangélique, il a remis les valeurs dans la vie quotidienne de cela et s'est moqué de tous ceux qui, prétendant défendre les valeurs, prétendant défendre le bonheur des peuples, faisaient en réalité l'inverse. Donc c'est très important de voir cela. Et je pense qu'en Chine, avec le fameux voyage du singe pèlerin, le Tripitaka, c'est un moine qui veut trouver les manuscrits bouddhistes en Chine, en Inde. Il fait tout le voyage à l'ouest pour aller avec, accompagné d'un singe qui est très intelligent, c'est le singe conscient de la vacuité. C'est une œuvre du XVIe siècle hein, et qui reprend un voyage qui avait été fait au moment des Tang. Et c'est très intéressant parce que c'est une moquerie
bienveillante, mais quand même drôle, avec un côté fantastique, de toute cette recherche dont finalement le moine bouddhiste qui est chargé de trouver les manuscrits ne comprend pas très bien ce qui lui arrive, ne sait pas très bien comment il faut faire, et c'est le singe qui est l'homme intelligent qui finalement, dans la moquerie finale, montera au paradis, aura la même gloire que le moine bouddhiste. Donc c'est très drôle de voir cette remise en cause qu'on est capable de faire de ce qui ne va pas et d'essayer de Mhm. montrer Ah par le oui, rire comment on peut aller à mieux. Les Chinois, je pense, comme les Français, aiment beaucoup rire. Mais aujourd'hui, en France, on ne rit pas beaucoup. Donc il faut rétablir à nouveau cette culture où on est joyeux d'être ensemble, on fait des choses ensemble. Les gens le veulent, ça, et le cherchent. d'accord. C'est vrai que la notion du bonheur, on en parlait tout à l'heure, c'est cardinal en Chine. La notion d'unité, de solidarité, euh, et aussi, comme vous venez de le dire à l'instant, dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on va immédiatement chercher à le corriger. Ça, c'est très chinois aussi. Exactement. Ouais, bien sûr, c'est quelque chose que je remarque tous les jours ici, hein, au quotidien en Chine, surtout au travail en fait, évidemment. Il faut rester productif et que les choses avancent. Et c'est une chose qu'on avait en France à un certain moment, mais qu'on a perdue. Et je crois que Hmm. c'est très important. On discutait de cela avec mon ami américain Lyndon LaRouche. Et on était tous deux conscients que se mettait en cause dès qu'on a détaché l'or, le dollar de l'or. 15 août 1971, se mettait en place le Far West financier dans les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'on jouait avec l'argent sans penser à la production, sans penser au bien pour le peuple que l'on faisait. Ce qui comptait, c'était d'accumuler de l'argent, ce monde de l'argent qu'attaquait déjà De Gaulle, et un argent qui est devenu électronique, qui est encore beaucoup plus facile aujourd'hui de produire. Et si on attaquait ça en 1970, on était de gauche ou d'extrême gauche. Maintenant, il y avait en même temps ce qui se produisait dans ces années-là, c'est l'apparition à tout va sur les radios, sur les télévisions, dans les boîtes de nuit, d'une musique bruit, du sexe marchandise et la tolérance vis-à-vis des drogues. Si on attaquait ça, on était de droite ou d'extrême droite. Eh bien, c'est une seule et même chose, ce qui se passe en financier, ce qui se passe dans la culture. C'est des gens qui détruisent, qui sont au pouvoir et qui détruisent le sens de l'avenir, qui détruisent la joie de vivre. Et je pense que ce qui est très important en Chine, c'est cet aspect-là. On vous dit c'est un pays totalitaire avec l'autocrate Xi Jinping et tout ça dans les médias français. Puis on va en Chine, on voit le peuple, et on voit un peuple qui est heureux. Et les gens qui vous reçoivent gentiment, qui sont très contents de parler à quelqu'un qui vient d'un pays occidental, qui sont très détendus dans le dialogue. À nos accompagnatrices qui étaient avec nous pour ce voyage étaient très intéressées d'essayer de trouver le meilleur de ce qu'on pouvait leur apporter et Bien très sûr. intéressées par la curiosité. Donc il y avait une curiosité. Pour moi, la curiosité, c'est une très grande valeur. Et les Américains, depuis qu'ils ont baptisé un de leurs rovers Curiosity, c'est une jeune fille de 14 ans qui avait trouvé un concours, elle avait appelé Curiosité. Eh ben, eux-mêmes ont perdu la curiosité des autres et nous l'avons perdu aussi. Il faut retrouver cette curiosité et cette bienveillance et après, naturellement, les choses se remettent en place à condition, évidemment, qu'on ait du caractère. Et ce caractère, nous devons le retrouver en montrant dans la réalité que toutes les blablabla et les belles paroles qu'on peut faire, eh bien, ça peut se transformer en acte. D'accord. Oui, il y a eu une mini coupure là, mais ça a récupéré, il n'y a pas de souci. Alors, sinon, je vais continuer, je vais enchaîner avec une question aussi d'un abonné qui vit en Chine en fait. Et qui nous dit que pensez-vous du fait que le RN revienne sur trois de ses grandes promesses de campagne? Il y avait la réforme des retraites, ainsi que la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité qui devaient être des priorités, mais qui ont été relégués à dans un second temps. Voilà, c'est ce que Bardella a dit, selon les propres mots de Bardella. Et la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans n'apparaît pas dans sa profession de foi. Je ne parle pas de l'importance de ces projets en eux-mêmes, mais sur le fait qu'ils reviennent sur sa parole.
Et en effet, pour revenir sur la profession de foi de Bardella, mais même d'autres candidats, enfin, c'est vide, quoi. Malheureusement, c'est vide. C'est juste des mots, peut-être de la poésie, hein, pour être gentil, pour être vraiment gentil. Mais sinon, il n'y a pas de concret, en fait. Voilà. Donc, si vous pouvez répondre à cette question. Moi, ça me fait penser à un haïku de Bouchot, le grand auteur de haïku, dans le lac du vide absolu pend une gifle sonore. Donc, bon, ça me fait penser à ça. Non, sérieusement, euh, j'avais prévu que pour s'adapter, certains disent le dernier stage de la dédiabolisation du Front National, c'est de renoncer à son programme. Et je pense que c'est vrai. Il s'adapte aux conditions du système existant, du système de cette oligarchie C'est financière. vrai, c'est vrai. Ils bazardent toutes leurs promesses sociales. C'est le cas avec Bardella. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus grave. C'est qu'ils renoncent à mettre en cause l'OTAN. Marine Le Pen avait dit on sortira du commandement intégré de l'OTAN. C'est fini. On reste dans l'OTAN. On reste dans l'Union européenne. On reste dans l'euro. Alors moi, je ne crois pas que ce soit des décisions faciles à prendre. Mais il faut l'avoir comme perspective et avoir une stratégie, une tactique pour le faire. La Bardella renonce à tout cet aspect. Donc c'est pour ça que je dis, il pourrait bien être option B de l'oligarchie et être avec Macron quelque chose qui fonctionnera ou fonctionnera pas, mais n'apportera rien de bon à la France. Et d'un autre côté, l'autre possibilité de ces élections, c'est le chaos et qu'il n'y ait pas de gouvernement en France. Il y a déjà pas de gouvernement pendant un mois, un moment déterminant de l'histoire aujourd'hui. Mais il semble qu'en réalité, on puisse avoir des gouvernements sans l'approbation du peuple. Vous savez, Zelensky n'a pas organisé de nouvelles élections en Ukraine. Or, le Parlement l'y contraignait. Donc on dit c'est la guerre, pas de nouvelles élections. On peut, de ce point de vue-là, et si on commence à penser de cette façon, qu'on n'a plus à consulter le peuple et que, comme disait le dirigeant Honecker en Allemagne de l'Est à l'époque, hein, on n'est pas content du peuple, mais on change le peuple. Tout à fait, tout à fait. Si On vous change êtes le élu peuple et député, on se soumet à l'oligarchie, c'est plus oui, précis. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'oligarchie remplace le peuple, tout à fait. Euh, j'ai une autre question. Si vous êtes élu député, avec quel groupe parlementaire souhaitez-vous siéger? Front populaire, RN, LR, Renaissance ou autre? Alors, je pense dans cette élection, si jamais j'ai beaucoup de voix et si jamais je suis élu, je pense que je serai un missile. Et un missile tiré sur tous les gens qui en France ne font pas ce qu'il faut, quelle que soit leur étiquette politique. Donc je serai sans appartenance politique à ce stade des choses, mais je ne rejetterai personne pour ceux qui présentent des choses qui obéissent aux problèmes réels de mon pays. Ce que nous faisons en tant que parti politique, Solidarité et Progrès, interpelle tous les candidats, avec ses militants un peu partout en France, tous les candidats, pour savoir s'ils sont pour la paix ou pour la guerre, et s'ils sont pour une politique de développement économique exigeant qu'on se libère de l'oligarchie financière et ce qui l'entrave, ou non. Et puis là, on les juge. Donc je pense que c'est une façon de voir qui traite les vraies questions et qui se moque du monde. D'accord. Donc là, pour l'instant, en partant de l'hypothèse que vous allez être élu, vous n'avez pas choisi de camp, en fait. C'est pas que j'ai pas choisi de camp, c'est que aucun camp ne me convient parce qu'aucun camp ne représente la France telle qu'elle était conçue par des gens même. On pourrait mentionner dans l'une et l'autre sensibilité politique, on pourrait mentionner De Gaulle et Mendès France. On pourrait Hmm. même mentionner le ministre de l'économie, de la production industrielle de 1945-46 qui s'appelait Marcel Paul, qui était communiste. Donc on peut mentionner tous les gens qui se battent pour et qui croient profondément à la France, à sa culture, à la France, à son histoire, et qui ont un sens de tout ce qui a parcouru la France culturellement et qui a fait notre identité aujourd'hui. Vous savez, je vois en France des sinologues qui connaissent parfois bien la Chine, mais qui, pour la plupart, répercutent ce que disent les médias
Ça c'est anglo-américain. sûr, hein, ça c'est sûr. Moi, j'observe. Vraiment, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Il y en Alors, a quelques-uns, mais bon, quand même. Enfin, on les voit, ceux qui connaissent vraiment la Chine et qui s'expriment sur les médias français, les grands médias, ils vont jamais aller trop loin. Je sais pas si vous l'avez remarqué. c'est très bien. Il y en a un qui connaît bien la Chine, c'est François Julien, et lui dit que la culture chinoise doit aider à désenliser, c'est le mot qu'il utilise, sortir de l'enlisement, notre pop culture. Donc, ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, du côté chinois, vous avez des gens qui connaissent la France. Quand on leur parle de Victor Hugo, qui a été le grand Français qui a protesté contre le sac du palais d'été, en parlant du Tout à brigand fait. britannique et du brigand français de l'époque, eh bien, les Chinois connaissent. Et j'ai beaucoup d'étudiantes, ou d'étudiants d'ailleurs, à l'université, qui connaissent Flaubert, par exemple, qui connaissent certainement Balzac, mais qui connaissent Ah même oui, non, Flaubert. mais bien sûr, Les Fleurs du Mal, c'est un livre qui doit être lu au bac en Chine. Et qui connaît, je ne sais pas, Li Bai, ou qui connaît Chausseux en France? Presque personne. Et c'est pas au bac. C'est vrai Moi, je que, suis oui. pour ces connaissances réciproques. Je suis pas pour qu'on dise, ah, il y a le meilleur, ah, il y a le pire. Non. Je Non, suis pour non. qu'on se parle en sachant de quoi et en sachant qu'il y a échange. Un système qui soit, disons, je vais encore le répéter, mais je pense que c'est très important pour la France, où on cherche à acculer l'autre qui a tort. Maintenant, on peut avoir un système gagnant-gagnant, où on est là pour persuader, pour convaincre, en faisant ensemble des choses qui seront meilleures. La Bien sûr. connectivité, la fameuse connectivité chinoise qui date de très longtemps. Cette idée en Chine date de bien avant Xi Jinping. Ah, bien sûr, bien sûr. Et une autre question, comment allez-vous encourager les petits entrepreneurs et les PME? Ça, c'est un gros problème. Bon, évidemment, je ne sais pas si, parce qu'évidemment, on n'est pas le gouvernement chinois, mais c'est vrai que l'implantation d'une PME ou d'une petite entreprise en Chine, c'est pas évident. Ou alors, même dans d'autres pays. Donc, je ne sais pas si vous avez des pistes de réflexion, sur Alors, ça. compte tenu du changement d'orientation politique que je défends, il faudra parler franchement et directement aux autorités chinoises en disant que derrière leurs paroles bienveillantes, elles doivent mettre des faits. Il y a aussi un autre aspect, et nous-mêmes nous devons envoyer des gens à compétences juridiques. Il y a un autre aspect qui est un aspect que j'ai peu à peu découvert. C'est que lorsqu'on signe un contrat, pour un Français, on doit respecter ce contrat, c'est comme ça, et il y a une signature et une lettre du contrat. Pour un Chinois, c'est un peu différent. On signe un Ouais. contrat, mais s'il y a une évolution dans le temps, on peut en changer certains aspects avec une discussion. Comment empêcher que se développe cette, je dirais, cette incompréhension? Je pense que Mais c'est le, culturel aussi, hein, donc oui, les Français doivent considérer qu'après le contrat, il y a l'amitié, la confiance, et qu'il faut continuer à avoir leur, avec lequel leur partenaire chinois, il faut continuer à le voir. Et là, on parle de la famille, on parle des choses, on parle de tout ce qui nous concerne, et on tisse des liens qui sont des liens, oui, amicaux. Et ces liens font que peut-être, d'un côté chinois, on voudra changer le contrat, mais on le dira avant et on en discutera avant. Donc il y a l'amitié, il y a le dialogue, et je crois que c'est très fort dans toute la culture chinoise. Ça soit quand on est dans un wagon de chemin de fer, où on était pas dans le TGV, ça se passe beaucoup plus vite, mais avant, et tout le monde se parlait, tout le monde discutait, on bavardait beaucoup plus librement qu'on pourrait le penser en France. bien sûr, bien sûr. Alors, vous êtes déjà venu en Chine? Vous avez dit que oui. Oui, Et je combien suis de allé. fois, si vous pouvez nous partager vos expériences? Oui, alors, les expériences, la première, on arrive à Tihan, et qu'est-ce qu'on voit? L'autoroute avec des arbres, des fleurs, pas de papier gras, bien entretenu. Et hélas,
Quand on va à Roissy, le long de l'autoroute, c'est très différent. Ça, c'est une première impression. Après, Ouais, la deuxième impression, qui est le problème chinois, on voit partout ces immenses gratte-ciel ouais, et qui seront un peu un problème. Ça a été la spéculation dans immeuble. l'immobilier, d'une part, puis les gens vivent là-dedans. Bon, pour l'instant, ça va. Quand on vient de la campagne et qu'on trouve un emploi, ça va. Mais après, bon, il faut trouver autre chose, hein. Et il faut trouver un lieu de convivialité, un lieu de vie. Deuxième impression. Troisième impression, c'est l'ouverture dans les discussions de tous les gens à qui j'ai eu affaire en Chine. Même des fonctionnaires, et surtout d'ailleurs, je dirais des fonctionnaires du Parti communiste qui étaient aux affaires étrangères, de ministres, on discutait très librement. On Ah oui, discutait oui, par exemple oui, des relations entre la Chine et le Vietnam très librement, tout à fait. euh, sur la question des terres rares et tout le débat autour des terres rares. C'était très intéressant parce que euh, à Nanning, par exemple, on allait à Nanning, on voit une vie très différente de celle de Pékin. Pékin, c'est sobre, c'est Tout pudique. à fait, tout à fait. Nanning, c'est une ville tropicale qui vit différemment. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans tout ça, l'unité de la Chine. Et sur la question des Ouïghours, Mhm. personne ne dit comment ça a commencé par les actes Ah oui, terroristes tout à fait. fomentés par les intérêts anglo-américains, par la CIA et les services britanniques, qui sont plus Tout à fait. compétents pour ce genre de choses, et qui ont commencé à lancer cela. Et là, il y a Tout à eu une fait. réaction des autorités chinoises. Alors, elles l'ont résolu à la chinoise, c'est-à-dire très fermement en termes d'autorité. Il n'y a pas eu de camp de concentration, bien entendu, mais il y a eu des camps dans lesquels on enseignait, des camps de travail. Et la prospérité et le développement économique. Euh, le Xinjiang s'est développé économiquement énormément, y compris la partie de la population ouïghour. Certes, on a mis des Han là-bas, et plus de Han, mais en même temps, les Ouïghours sont développés. Si on regarde sur 30 ans, l'espérance de vie s'est développée là-bas autant que dans le reste de la Chine. Et aujourd'hui, vous savez, l'espérance de vie en Chine, c'est ça qui est extraordinaire, moyenne, hein, est supérieure à celle d'espérance de vie moyenne aux États-Unis. Hmm. Tout à fait, ça vient de changer récemment. Oui, il y a 2 ans à peu près. Ouais, d'accord. Vous avez fait combien de voyages en Chine? Deux grands voyages. D'accord, d'accord. Ben c'est génial. Vous êtes allé dans d'autres pays de la 11e? Oui, je suis jamais allé en Australie, mais ailleurs, oui. D'accord, d'accord. Alors, c'est des pays très différents de la Chine, mais il y a une vision de la Chine qui permettra d'éviter ces différences à condition qu'elles soient poursuivies et qu'on crée les conditions pour qu'elles puissent se poursuivre. C'est le développement économique mutuel. D'un point de vue chinois, la Chine, historiquement, parce qu'elle forme un très grand bloc, on s'est beaucoup battu entre soi, mais la Chine n'a jamais été impérialiste. Et elle cherche toujours à améliorer pour le mieux ou pour une domination intérieure, ça dépend des moments de l'histoire. Vous savez, Mhm. c'est la notion de Tianxia. Tianxia, j'ai écrit sur ça. Oui. C'est tout ce qui est sous le ciel. Et tout ce qui est sous le ciel doit s'unir et éviter qu'on ait des conflits. Et pour cela, il faut une autorité, mais en même au sommet, forte, mais en même temps à la base des autonomies. Et vous savez, ce qu'on disait à cette époque, la politique n'est pas, comme on le croit, la domination par la force, mais l'art de créer la coopération générale. Et ce qu'on Ouais. appelait à l'époque de Joe le par des cerfs. Comment le par des cerfs central, on permettait à chacun d'avoir son autonomie à condition qu'on reconnaisse ce qu'on appelait à l'époque, ce que Confucius a beaucoup admiré, le duc d'An de Zhou, qui était le dirigeant de la région, dirigeant éclairé de la région. Donc il y a toute cette tradition-là. Et aujourd'hui, on voit avec, excusez-moi la prononciation, je vais le massacrer, mais Zhao Tingyang, qui a écrit sur Tianxia, et c'est très intéressant parce que ce qui montre que c'est un système où on cherche que la diversité aille vers une unité, mais sans uniformisation. Donc c'est cela pour moi le multilatéralisme. On va vers un monde multilatéral, mais je dirais, je préfère un mot d'ailleurs que Xi Jinping a utilisé et qu'un ami qui s'appelle Jérôme Ravenet a fait une biographie sur Xi Jinping, c'est le multiperspectivisme. C'est-à-dire, on voit les choses de différentes perspectives, mais on a le même attachement à un développement sur ce qui est essentiel pour l'être humain. Et je pense que c'est ça, Tianxia, c'est ce que vous dites Confucius. J'ai une très belle citation de Confucius au grand maître de musique de Leu, lorsqu'il dit on peut définir certaines règles de musique. Au départ, tous les instruments jouent à l'unisson,
puis chacun d'eux se dégage dans toute sa pureté, et ceci en un accord parfait avec les autres, soutenu jusqu'à la fin. Alors, il y a un conseiller de Xi Jinping qui est peu connu, qui s'appelle Wang Huning, qui maintenant a une position importante dans le comité central, qui a été étudié ceux qui en France avaient la même perspective, notamment Jean Bodin. Et Jean Bodin dit aussi qu'il faut organiser l'État comme si on composait euh, une belle musique. Et il dit c'est l'harmonie des dissonances. Ce que disait Einstein aussi de sa façon, jamais, jamais on peut trouver une solution à un problème donné dans les termes où il est posé. Donc il faut trouver quelque chose de supérieur. Et pour moi, ce quelque chose de supérieur, c'est la tendance des nouvelles routes de la soie, c'est la Mhm. tendance des BRICS, et c'est aussi ce qu'on oublie, les trois initiatives de Xi Jinping, l'initiative euh, de développement, l'initiative de sécurité et l'initiative civilisationnelle, l'initiative de civilisation qui l'a amené à la fin. Et là, il y a matière à discussion à partir de tout ça. On peut discuter de cela comme des philosophes joyeux. Mhm. Xi Jinping Mhm. s'appelle lui-même. Avec Eh oui. joie de découvrir, de trouver, d'explorer. Ce que disait aussi Xi Jinping, parce que je le lis de près, parce que ça m'a agacé de voir qu'en Occident, on rencontrait n'importe quoi. Il a dit un Ouais. jour, notre mission, c'est d'explorer l'inconnu. Et il citait Rabindranath Tagore. Tagore, qui est indien. Donc voilà un Chinois qui cite un Indien, alors que les relations au niveau diplomatique ne sont pas toujours parfaites. Donc c'est très intéressant de voir une culture universelle, qui est une culture de la vie et de la découverte, avec ses couleurs nationales. Ça peut être la même chose qu'un marxisme aux couleurs de la Chine, qui est très différent de ce qu'a été, bien entendu, le marxisme en URSS. Bien sûr, tout à fait. Sinon, moi, j'ai 130. Bon, il nous reste 10 minutes, hein, il nous reste 10 minutes. Euh, euh, moi, j'ai habité à Taïwan pendant 6 ans, donc je connais assez bien. Et je voulais avoir votre avis, parce qu'en plus, Taïwan, ça fait partie de la 11e circonscription. Évidemment, Oui, c'est tellement immense, hein, cette circonscription. Qu'est-ce que vous pensez de la situation avec Taïwan? Là, on est en train de parler de la Chine. Moi, j'habite à Pékin. Vraiment, vous êtes libre, hein, il y a pas de souci, hein. oui, pour moi, c'est la France, et la position de la France, elle est justifiée, une Chine de Oui, système. Bon, il faut faire très attention dans la période actuelle. Pas de provocation. On n'envoie pas des gens à Taïwan comme ils ont envoyé Nancy Pelosi. C'est pas comme les Américains ont envoyé Nancy Pelosi. Pas de provocation. Faire attention. Et je crois que même ceux qui se disent indépendantistes à Taïwan sont plus prudents que les Américains qui voudraient les pousser dans cette voie par provocation. Donc il y a cela d'abord. Ensuite, Taïwan, culturellement, fait bien entendu partie de la Chine. Vous allez, j'ai vu qu'en image, celui-là, mais le musée de Taipei et le oui. musée de Shanghai en Chine, c'est la même culture, bien évidemment. J'y suis allé, il est magnifique, le musée de Taipei. Oui, il est très très beau, Euh, et vraiment, enfin, c'est que des choses venues de Chine, hein. bien sûr. Donc, il y a cette euh, correspondance culturelle. Il y a aussi économique, parce que on le dit peu, mais en termes même de semi-conducteurs, il y a des accords, il y a des éléments. Oui, Les Américains eux-mêmes ont été obligés d'autoriser les exportations de TSML, des producteurs de semi-conducteurs et microprocesseurs, vers la Chine, en disant pas ceux TSMC. les plus sophistiqués, mais les autres, oui. Mais les Chinois eux-mêmes font un développement très, très grand dans ce domaine-là. Donc, je pense que pour l'instant, il faut très prudemment, mais je pense que les dirigeants chinois sont dans cette optique, montrer qu'on ne cessera pas faire, d'où leur déploiement militaire, mais en même temps procéder avec beaucoup de prudence en ce qui concerne les questions de, je dirais, de faire valoir leurs droits. Et que pour l'instant, on reste dans une sorte de coexistence pacifique ou pas pacifique, pacifique dans le sens économique, parce qu'il y a des familles on le dit pas ça en Occident, il y a des familles taïwanaises qui viennent visiter la Chine et même réciproquement. Il y a des accords qui sont des accords non écrits, mais moi j'ai des amis qui ont participé à ces accords et qui, même l'un d'entre eux avait pour parrain celui qui organisait ces discussions, donc y compris dans le cadre économique, il y a des relations nouées. Donc je suis, tout peut changer parce qu'il y a des provocations incessantes.
mais je serai optimiste sur celle-là en pensant qu'il y aura une longue période où la séparation continuera avec tous ces accords et tous ces échanges économiques, et que Oui, peu à peu, si la situation du monde évolue vers ce que je défends, il y aura une intégration qui se fera aux meilleures conditions possibles. Et ce que je dis à mes amis qui sont à Taïwan, c'est soyez patients, soyez sages, et on ne peut pas vous dire autrement qu'il y a une Chine et deux systèmes. Le moment, c'est d'éviter que ces deux systèmes s'affrontent. Et beaucoup de pays sont dans les provocations, comme a été la provocation vis-à-vis des Ukrainiens. Mais je pense que les gens qui sont à Taïwan et le gouvernement actuel sont plus sages et ont des rapports, notamment les anciens du Kuomintang, c'est connu, sont venus visiter la Chine bien sûr, bien et, sûr, et ont visité des parents qui sont encore en Chine. Donc, bien sûr. et en plus, il y a la référence commune à Sun Yat-sen qu'on oublie. Tout à Moi, je fait. suis On l'oublie, l'admiration de Sun évidemment. Ouais. Yat-sen et en Chine, on va voir la maison de Sun Yat-sen, on visite la maison de Sun Yat-sen. Tout à Voilà. fait. Il y a une statue de Sun Yat-sen juste à côté de la cité interdite, d'ailleurs. Voilà, Oui, oui, ceci j'ai dit en vu. passant. Voilà, bon. Vous confirmez. Là, il nous reste 5 minutes, donc voilà, je vais vous laisser le mot de la fin. Prenez votre temps vu qu'il nous reste 5 minutes. Je vous laisse la liberté de dire ce que vous voulez. Voilà. Le mot de la fin, c'est que le monde a besoin de la France et que la France a besoin aussi d'elle-même et de se retrouver elle-même. Et pour cela, la Chine peut jouer un rôle fondamental avec la France. Je vois une situation politique où il est possible que Emmanuel Macron soit obligé de démissionner. Et dans ce Hmm. sens, alors, je crois qu'une difficulté peut naître un bien supérieur, je pense toujours dans les termes du philosophe Leibniz, et que la France pourrait à ce moment-là, avec une autre politique, aller à Kazan. Kazan, c'est le 22-24 octobre, c'est en Russie, et c'est la réunion des BRICS, la grande réunion des BRICS. Et je pense que la France doit être intégrée par cela. On dira, c'est très difficile, c'est pas possible dans les situations actuelles, on ne pourra pas. Je répondrai à cela par un poème de Li Bai. Vous savez, un poème de Li Bai sous les Tang, à qui on demandait, mais pourquoi les choses se font pas, pourquoi toi, tu es souvent en dehors des consultations que font les dirigeants pour améliorer les choses. Et il dit, Hmm. il faut aller de l'avant. Et ce qu'il écrit, c'est, venu le temps de chevaucher le vent et de fendre les vagues, je hisserai ma voile de nuages blancs et traverserai la mer déchaînée. Et je pense qu'il faut des hommes de cette trempe et de ce caractère si on veut faire avancer le monde. Et réciproquement, la France et la Chine. Et je n'exclurai pas Taïwan de cela en tant que peuple. Les peuples doivent s'entendre et à long terme, il y a un immense avantage à en tirer. Leibniz, je le citais tout à l'heure, et Xi Jinping le cite aussi souvent, disait dans sa Novissima Sinica qu'il fallait un grand accord entre l'Europe occidentale et la Chine de chaque côté, et la Russie étant au milieu devait être un projet commun de développement qui permettrait de mettre toujours ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions, mais c'est un monde où le développement mutuel doit être la clé de la paix sans tutelle financière et surtout sans ce que porte l'oligarchie, sans ce réarmement constant et cette économie de guerre. Vous savez, ce qui me fait très peur, c'est cette économie de guerre, mais c'est aussi un monde où les femmes, dans tous les pays occidentaux et aussi dans tous les autres pays, même de ma circonscription, les femmes ne font plus d'enfants. Probablement parce qu'il n'y a pas assez de croyances au futur, pas assez de croyances à l'avenir. On en fait en Afrique, mais trop souvent parce qu'on a un espoir et un espoir qui n'est pas toujours fondé. Et je pense justement que l'espoir doit être fondé. L'avantage, c'est d'avoir les jeunes, les gens qui en France regrettent la France-Afrique. Merci beaucoup.
Merci à vous, Monsieur Cheminade. Vraiment, je suis honoré de vous avoir eu sur cette chaîne et notamment par votre connaissance de la Chine. Voilà, et je pense que selon votre programme, selon ce que vous venez de nous dire aujourd'hui, vous êtes à votre place. Voilà, dans cette 11e circonscription. Je trouve que c'est totalement en concordance avec votre discours. Voilà, donc je vous dis Donc, merci beaucoup et bonne merci à chance vous. pour les élections. Et à Merci bientôt. encore. Voilà. Merci, Et à monsieur bientôt, j'espère. Chaminade. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bah, écoutez, monsieur Cheminade, merci. Je vais arrêter là. Il nous reste juste une minute là sur le logiciel. Donc voilà, merci beaucoup, hein. Vraiment, je me suis régalé. Mais c'était l'occasion que vous me donnez de- d'être ce que je suis, parce que vous savez, j'étais tellement calomnié, on a tellement traîné dans la boue, que les gens, quand ils me voient, sont très surpris. Mais c'est vous? On a dit que j'étais un fou de l'espace, que je pensais qu'à ça. C'est vrai, je pense qu'il est très important d'avoir une politique spatiale. Mais c'est qu'une chose, et pour l'avoir, il faut l'unité des peuples sur Terre. On ne peut pas avoir une politique américaine, une politique russe, une politique Non, je chinoise, suis c'est d'accord. l'espace. Et puis les Chinois pensent comme vous savez. Moi, je suis Oui, désolé, il reste une minute là. Ça va couper d'un moment à l'autre, hein. Je vais euh, mettre la vidéo en ligne là immédiatement, dès que possible. merci. Voilà. Voilà. En espérant qu'elle Et vous mettez, plaise. mettez aussi ma déclaration de candidature, ma profession de foi. Je vais la mettre, évidemment. Je vais l'incruster dans la vidéo. Merci encore. Merci à vous. À bientôt. Un jour prochain, j'espère, en Chine ou en France. Je vous attends. Vous êtes le bienvenu. Vous me le dites et je vous Merci. recevrai. Très bien. Au revoir.